Vous allez passer la parole à votre voisin Éric Morel, parce qu'on a entendu beaucoup de choses depuis le début. Évidemment, on a balayé, on va dire, le contexte politique, ce qui se passe au niveau de la Commission européenne. On a vu plusieurs exemples concrets avec à la fois les particularités du Sud, ce qui se passe un petit peu dans les pays du Nord. Vous, Éric Morel, vous accompagnez des dirigeants sur leur stratégie face aux nouvelles énergies, pas seulement sur l'autoconsommation. Ils avaient une vision justement européenne. Alors, quel regard vous portez sur ce qu'on vient de présenter ? Parce qu'on essaye un peu d'isoler une sorte de vision européenne, mais on voit aussi que les pays sont tous très différents. Pour ça, on est 27, c'est compliqué. Mais quel regard vous portez sur cette question spécifique de l'autoconsommation en Europe ? Alors, la vision que je vais partager avec vous, bonjour à tous, elle va être influencée sur ma zone d'intervention qui est plutôt les pays non méditerranéens. J'ai envie de revenir sur 2 points. Le premier, c'est que dans n'importe quel pays, que ce soit l'Allemagne qu'on cite en exemple pour le nombre de gens qui sont en autoconsommation, ou des pays moins emblématiques comme l'Autriche, la Suisse, la Belgique, la Hollande dont on vient de parler, l'autoconsommation n'est pas un long fleuve tranquille. Autrement dit, les difficultés qu'on peut avoir en France, on les a également dans d'autres pays, et tout ne repose pas sur la réglementation ou sur le prix de l'énergie qui peut stimuler l'engagement des consommateurs dans l'autoconsommation. Il y a, on parle des 1 500 000 consommateurs en autoconsommation individuelle en Allemagne, il y en a 500 000 en autoconsommation collective, avec un modèle qui s'approche du modèle qu'on a sur les bailleurs sociaux en France. Je suis intervenu plusieurs fois sur des projets sur lesquels les opérateurs ont du mal à gagner de l'argent, ont du mal à faire vivre la communauté, parce que la communauté, elle vit, et il y a des gens qui la rejoignent, il y a des gens qui la quittent, il y a une répartition des bénéfices de la communauté qui repose sur des clés qui, en fonction de la vie de la communauté, peuvent être contestées un jour. Et régler ces conflits, pérenniser la communauté, c'est énormément d'intervention de l'opérateur, c'est du temps passé, et cette expérience, elle est longue à acquérir. Donc aujourd'hui, ce modèle Mieterstrom en Allemagne, je le sens un petit peu sur une phase de plateau, parce qu'il y a un certain nombre d'intervenants, d'opérateurs, qui sont en train de faire un petit peu la synthèse de leurs expériences et de trouver le moyen d'industrialiser un petit peu la gestion de ces opérations d'autoconsommation collective pour repartir sur le bon pied. Quand je dis le bon pied, c'est le bon pied économique. Quand on est sur de l'autoconsommation individuelle, on a un petit peu les mêmes difficultés. Donc derrière les chiffres, il y a une réalité qui est la réalité que vit tout opérationnel au quotidien, qui est faite de haut et de bas. Donc il ne faut pas, je pense, dire le jour où le prix de l'énergie est élevé, le jour où la réglementation est plus favorable, tous les problèmes sont réglés. Non, on tombera inévitablement sur tous ces problèmes opérationnels. Vous voulez dire en fait que c'est encore compliqué de trouver d'avoir un modèle, on cite souvent en exemple, nous on est en France, d'autres, en tout cas en autoconsommation collective, le modèle c'est compliqué ? En autoconsommation collective, c'est pas simple. En tout cas, les opérations sur lesquelles je suis intervenu, en Allemagne, en Autriche, il y en a relativement peu. L'équilibre économique était loin d'être atteint. Le deuxième point sur lequel je souhaiterais insister également, c'est que je perçois, alors je vais me rapprocher beaucoup à la fois de la conclusion de M. Bourg, de son intervention en introduction, à la fois de ce que vient de dire Anne-Lorraine Vernet. Ce que je vis dans les projets est beaucoup moins lié à la réglementation en cours dans le pays qu'à l'ambiance culturelle. Il y a des pays où l'on croit fondamentalement dans la distribution de l'énergie. Ça ne veut pas dire que toute l'énergie sera produite de manière distribuée, mais on croit fondamentalement au fait qu'une part des systèmes seront distribués. Et puis, il y a des contextes, alors ça c'est l'Allemagne, très clairement, c'est la Hollande, dont on vient de parler,
où les gestionnaires de réseau pilotent, accompagnent, stimulent cette distribution. Et puis il y a des pays dans lesquels on considère que cette distribution est un mal nécessaire pour accompagner certaines technologies renouvelables, etc. Et on va la rendre vivable, cette distribution. Donc ça, c'est plutôt le cas de la Suisse, qui reste encore dans une logique assez centralisée. De manière un peu moins forte, c'est la logique de l'Autriche, de la Belgique. Ça, je pense que ça a une incidence assez forte et qui a des conséquences sur les solutions. Quand on est dans un pays qui considère la distribution de l'énergie comme une vraie tendance qu'on va accompagner, on a des solutions de l'autoconsommation qui sont plus assurer l'autoroute entre le panneau photovoltaïque et la prise. On est dans une logique beaucoup plus globale où on va raisonner une maison avec une recharge de véhicules électriques demain, avec du stockage, avec une pompe à chaleur, etc. Et on va optimiser un tout. Et la production photovoltaïque est un ensemble de ce tout. L'autoconsommation est une brique de raisonnement, mais on va aller bien au-delà. Et donc on voit émerger, comme disait M. Bourg, des acteurs dans ces pays-là qui commencent à raisonner une espèce d'optimisation globale de ces réseaux résidentiels, de ces systèmes résidentiels, quitte à y introduire des logiques de partage, c'est-à-dire se rapprocher des logiques de communauté de consommateurs. Et ça, c'est vrai qu'il y a une expérimentation sur le terrain qui ne se fait pas sans douleur. Hein, ces évolutions, elles ne sont pas si simples que ça. Mais elles donnent naissance à des acteurs qui seront pertinents sur l'ensemble des marchés européens demain, avec des solutions qui sont éprouvées, qui sont testées, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose à considérer. Autrement dit, le fait qu'on ait des difficultés réglementaires nous concentre un petit peu sur assurer un modèle économique sur une solution très simple qui est de permettre, dans la prise, de consommer ce que je produis sur mon toit. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a d'autres choses qui se passent autour et peut-être se préparer à des jours meilleurs, de toute façon ils viendront, où on fera face à ce genre d'acteurs. Donc je crois qu'il y a... On a parlé aussi de la confiance, qui a été un petit peu centrale dans un certain nombre d'interventions. Je crois que la confiance, elle est donnée à l'ensemble des acteurs et des particuliers par la réglementation, elle l'est aussi par les professionnels. Et les professionnels aussi ont besoin de construire cette confiance dans le business qu'ils créent, dans la valeur qu'ils vont pouvoir en tirer, dans les bénéfices qu'ils vont pouvoir en tirer, etc. Et quel que soit l'état de la réglementation, il faut qu'elle évolue en France, mais quel que soit l'état de la réglementation, je pense qu'avoir une part de notre attention focalisée sur je construis ma confiance et je construis une solution qui me permettra demain de rentrer dans ces logiques d'appropriation que l'on évoque, c'est, me semble-t-il, extrêmement important. Et par rapport aux consommateurs dont parlait Anne-Laurence Vernet, finalement, c'est de changer la logique. Tout à fait. Et ce changement de logique, je le retrouve dans l'ensemble des pays que j'ai cités, complètement au centre des raisonnements. Autrement dit, l'autoconsommation est un moyen, est une brique qui permet de répondre à des tendances sociétales assez fortes qui sont « je veux rentrer dans des logiques de partage »,« je ne fais plus confiance » ou « je ne fais plus la même confiance aux grands acteurs historiques » et plus je m'approprie une part de mon énergie, une part, les gens ne sont pas fous, ils savent bien que ce n'est pas 100%, mais je m'approprie une part, je sais d'où vient mon énergie, je sais où elle est produite. Ça, c'est extrêmement important. Et quelle que soit la réglementation, en France, il est tout à fait possible de redonner cette part
d'appropriation aux consommateurs, de leur permettre de répondre à ces tendances qui sont aussi les leurs, même si collectivement, les Français ne sont pas les Hollandais, ne sont pas les Suisses, ne sont pas les Allemands. Individuellement, il y a une part extrêmement importante des consommateurs français qui sont sur ces tendances-là. Voilà, je pense qu'il y a un beau thème de réflexion pour votre université d'été autour de ces questions-là. En tout cas, c'est un thème finalement collectif. On a vu la différence au niveau de la réglementation, de la géographie du pays, etc. Mais au moins, voilà, le rôle des citoyens, on l'a senti très fort. Est-ce que l'un, l'autre voulait rajouter quelque chose avant qu'éventuellement je passe la parole à une ou deux questions? Parce que le temps passe vite, finalement, c'est dense de parler de l'Europe aussi. Je voulais juste rebondir sur ce que M. Morel vient de dire, dans le sens où pour moi, le défi, il est principalement l'histoire qui est racontée. C'est-à-dire que moi, j'ai échangé beaucoup avec les communautés énergétiques aussi en France. Ils ont du mal à trouver des membres. Par exemple, dans mon village, on a une centrale à chaleur qui devrait être collective. Il y avait 5 personnes qui sont venues le jour où il y avait la présentation. On a du mal à... Et c'est ça, le problème, c'est de raconter l'histoire pour expliquer aux gens quel est l'intérêt. On sent que la mouvance, elle est là. Mais quel est l'intérêt pour eux de faire partie de ça, de s'emparer de l'énergie et de passer outre tous les doutes qu'ils ont sur l'impact sur l'énergie, le nucléaire, est-ce que la technologie, elle fonctionne. Derrière, c'est plutôt... il faut arriver à trouver comment est-ce qu'on raconte une histoire. Et c'est pour ça qu'on va voir plein de business models aussi différents. C'est que derrière chacun, essaye de dire comment est-ce que moi je m'y prends pour convaincre. Est-ce que c'est parce que la personne elle va choisir l'unité? Est-ce que c'est parce qu'elle va faire partie d'une mouvance où son père va lui fournir, même si au final son père c'est pas grand-chose. Et derrière, pour moi, c'est vraiment le challenge, le défi. Il est autour de l'histoire. Quelle histoire on raconte aux citoyens pour qu'ils aient envie de faire part de tout ça. Voilà, je voulais juste rebondir. Bien sûr, c'est important. Oui, allez-y, Eric Morel. Juste une dernière remarque. L'Allemagne a développé son autoconsommation parce qu'ils ont des tarifs d'électricité élevés et donc ils ont développé l'autoconsommation sur des motifs purement économiques. Autrement dit, je ne mets pas de taxe réseau sur l'électricité autoconsommée et économiquement, c'est plus important pour vous. Ça a permis de démarrer très vite. Par contre, on se rend compte qu'aujourd'hui, le moteur de développement de l'autoconsommation, ce n'est plus ça. C'est ce que vient de dire Anne-Lorraine Vernet. C'est-à-dire, c'est l'histoire liée à la volonté d'appropriation, liée à la volonté de savoir d'où vient l'énergie, liée à l'ensemble de ces tendances sociétales. C'est ça qui fait le développement de l'autoconsommation. Et ça, pour rebondir sur un point que l'on évoquait tout à l'heure, sans oublier les actions opérationnelles à mener, les éco-délinquants, ils ne savent pas. Raconter des histoires comme ça, ce n'est pas leur terrain de jeu. Est-ce que quelqu'un va ajouter quelque chose? Non, c'est bon? Ah oui, allez-y, Noémie. Non, effectivement, pour aller dans votre sens et pour apporter un témoignage de terrain, c'est effectivement ce qu'on a constaté sur le village du Vercors sur lequel on a fait l'étude et avec lequel on a beaucoup échangé avec les habitants. Alors, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a la moitié des factures qui sont augmentées et l'autre moitié qui est diminuée, mais elles restent toutes dans un plus ou moins 10% de la facture actuelle. Et les habitants, quand on leur présente ça, ils disent « Oui, mais si c'est l'électricité qui vient vraiment d'un rayon court, on est prêt à ce que, éventuellement, la facture... bouge un peu, alors dans des moindres proportions, dans des proportions raisonnables, ouais. Mais il y a effectivement ce côté, je m'approprie ce qu'on produit, c'est visible, c'est près de chez moi, et je suis prêt effectivement à accepter cette hausse, sachant que je fais aussi le pari que de toute façon, le coût du kilowattheure